Il y avait des joueurs comme Frédéric Déhu, comme une précision, je ne veux pas être le maniaque de la soirée. Tu le vois plus près du numéro 9, c'est-à-dire dans un rôle de 9,5, ou plus près du numéro 6 dans un rôle de 6,5 ou de 8? Non, je pense que oui, c'est un joueur polyvalent. C'est un joueur polyvalent, mais en numéro 8, ce qui serait un peu plus dommage, c'est qu'il est plus loin du but. Et il avait une super qualité de frappe, qui pour moi, il s'en est pas servi assez durant toute sa carrière. Il était souvent là à chercher la passe, mais il savait finaliser les actions. Je me rappelle en équipe de France, donc ça veut peut-être rien dire, mais on avait 17-18 ans. Il avait des stats, je crois que c'était 30 sélections, 35 buts, c'était incroyable. À l'époque, Karim était très bon, mais c'était pas Karim qui faisait gagner les matchs en équipe de France, alors à l'époque, en moins de 17. Championnat d'Europe en finale, c'est lui qui marque. C'était Samir, c'était le vrai joueur. Il te faisait gagner un match. Il te faisait vraiment gagner un match. Plus que Ben Arfa. Ouais, Hatem, c'était plus un dribbleur, Hatem. Hatem, il pouvait dribbler 4 joueurs sur 2 mètres carrés. Mais il faisait déjà moins les efforts. Des fois, il a gardé un petit peu trop. Après, là, pour moi, on est dans la catégorie de ceux qui ont un truc en plus. Hein. Hatem, depuis Clairefontaine, il est arrivé avec un an d'avance sur les autres. Il est 87 comme moi, mais il était avec la génération des 86, Hatem. Il avait déjà un talent incroyable. Et c'est pareil, là, on parle d'un joueur qui, pour moi, n'a pas fait la carrière qu'il devait faire, même s'il a fait une belle carrière. Le vrai niveau d'Hatem, c'est plus sur ce qu'il a montré à Nice que ce qu'on a pu voir à Marseille ou à Lyon ou à Newcastle, parce que c'était vraiment, là on parle pour moi de 2 grands talents du football français qui malheureusement ou n'ont peut-être pas fait à un moment donné les bons choix, ou n'ont pas été aidés aussi, ou pour certains ont été aussi incompris, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de cette génération, le fait qu'ils aient signé tôt, etc. Et c'est dommage, parce que c'était une vraie valeur ajoutée à cette équipe de France. Samir Nasri, vous pensez que c'est ça? C'est Samir un peu l'incompris? Samir, c'est quelqu'un qui... Si tu parles de football avec lui, tu parles toute la nuit. C'est un passionné de football. Il connaît le football vraiment, c'est incroyable. Il aime ce qu'il fait. Après, c'est vrai qu'il a tendance parfois à avoir, on va dire, une grande gueule. Et dans le football, on n'aime pas trop ceux qui prennent position. On préfère les gens qui te disent quelque chose, mais c'est toujours plat. Samir, il a jamais été comme ça. Depuis qu'il a 17 ans, depuis que moi je le connais, il a quelque chose à dire, il le dit. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce genre de personnes. Ça peut plaire avec des coachs, comme avec Laurent Blanc, où ça a été, ils avaient un rapport très fusionnel. Avec d'autres, ça peut créer des soucis. Mais quand tu regardes à l'arrivée le parcours de Samir, il n'a pas eu de problème en club. Ce qu'il a eu, c'est plus avec la presse, avec les médias, voilà. Mais je pense que ça, c'est pas non plus super important. Dans son groupe, c'est très rare d'entendre un problème avec ça. Ça reste un grand passionné de football et avant tout un vrai joueur de ballon. Alors, exact. La formation marseillaise, un premier contrat pro en 2005, et puis des débuts difficiles. Vous serez successivement prêté à Tours, puis à Lorient pour faire vos gammes en Ligue 2. Vous faites le Minisque, puis les Croisés à Lorient. Vous serez en rééducation à Cap-Breton. Didier Olé-Nicole va vous tendre la main. Il dit qu'il croit en vous. C'est à ce moment-là que vous allez partir à Clermont. Et juste avant ça, José Anigo, lui, entre-temps, il est passé directeur sportif de l'OM, et il finira par admettre quelques années plus tard, qu'ils se sont plantés finalement. Il n'a pas eu le choix. Sur vous. Pas eu le choix. Ouais, en voyant la carrière, c'était difficile de ne pas revenir en arrière. Non, mais qui s'est planté, pour moi, il s'est planté, c'est même pas spécialement d'avoir cru en moi ou pas, parce qu'après, sur 60 gamins, il y en a 3 ou 4 qui signent pro. Il a le droit à ce moment-là de penser que je faisais pas partie des 4 meilleurs, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là où, par contre, je lui en veux toujours d'ailleurs, c'est le fameux match des minots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le match au Parc des Princes. Ah oui. Où c'était les gamins les jouaient. Exactement. Moi, à l'époque, j'étais surclassé dans toutes les catégories de jeunes. J'étais capitaine. Je m'entraînais avec le groupe pro pour une histoire un peu tordue qu'il y avait à l'époque sur Marseille. Il me renvoie avec la réserve. Donc là, on rentre dans les premiers conflits avec Anigo et il décide d'envoyer les jeunes. Donc, en toute modestie, s'il y a bien un jeune qui devait partir, c'était moi le premier. J'étais capitaine dans toutes les catégories, j'étais surclassé. À l'arrivée, ils ont envoyé des mecs qui jouaient même pas en moins de 18. Et moi, ils m'ont laissé sur le carreau. J'étais le seul qui n'a pas fait le voyage. Et à l'époque, je suis jeune, j'avais quoi? J'avais 16 ans, 17 ans, je pense. 17 ans. C'est difficile pour un enfant quand même de vivre ce genre de choses. Tu vois tes potes à la télé, toi, tu es le seul qui part pas. Tout ça pour une histoire d'agent, de trucs, Ça, honnêtement, je l'oublierai jamais d'ailleurs, et c'est pour ça que je lui en veux encore. Mais après, voilà, après... Pourquoi le mariage n'a pas fonctionné avec Marseille? Comment vous l'expliquez aujourd'hui?
C'était compliqué. Marseille, ça a toujours été... L'opération des croisés arrive vraiment Voilà, au mauvais moment. j'ai eu aussi la blessure à Lorient qui m'a pas aidé. Je suis revenu, il me restait 2 ans de contrat. Je savais que j'allais pas jouer, donc Pape a été top avec moi. À l'époque, c'était Pape Diouf. Il m'a dit, écoute, moi, je suis OK pour te laisser libre. Et je sentais qu'à Marseille, c'était fermé parce que j'avais pas... À l'époque, j'ai pas voulu travailler avec les gens qu'on m'imposait, tout simplement. J'ai voulu faire comme j'avais envie moi, avec mon père et ma mère. On avait pris des décisions et on voulait s'y tenir. Et donc voilà, à l'époque, c'est pas passé. Mais je regrette rien du tout. Et puis forcément, toutes ces blessures ne m'ont pas aidé non plus. Donc c'était pas évident. Tu voyais les potes qui jouaient à droite à gauche. Moi, j'avais un peu de retard. Mais voilà, comme je dis, on a dû travailler, c'est sûr, un petit peu plus que les autres. Et puis la Ligue 2 avec Olé Nicole, c'est vrai qu'il m'avait appelé quand j'étais à Cap-Breton. Je me rappelle encore. En rééducation. J'étais en rééduc, je vois ce coach qui m'appelle, qui me dit, écoute, tu te soignes, moi je te prends. J'ai dit, mais il est fou, j'ai la jambe, elle avait triplé de volume, comment il peut me dire aujourd'hui qu'il me prend? Et je dis, mais vous êtes sûr? Il m'a dit, non, non, moi, je te le dis, si tu sors libre de Marseille, parce qu'on n'a pas les moyens de payer un transfert, il me dit, moi, je te fais venir. Donc je dis, bah écoutez, je vous le dis aujourd'hui, je viendrai chez vous. Voilà, par principe, je vous donne ma parole que si Marseille me laisse partir, ce sera chez vous. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais libre. À l'époque, j'avais Nantes, j'avais Le Havre, des clubs qui étaient un peu plus ambitieux que Clermont. Mais honnêtement, j'ai appelé ce Didier Olé Nicole. Je lui ai dit voilà, ce qu'on s'était dit, ça tient toujours. Il m'a dit oui. Et j'ai signé 2 ans là-bas pour me relancer. Parole Voilà, respectée. Et quelle année ça déjà? J'avais 21 ans, parce que j'ai fait 2 ans et ensuite à 23 ans, je suis arrivé à l'Oudinez. Je fais 2 ans à Clermont. Ça fait quelle année? Moi, à l'école, c'était pas Vous arrivez à Clermont en 2008. Vous arrivez en Clermont à 2008. Donc en 2010 alors. Alors, on joue contre toi avec Montpellier. Avec Montpellier, Ah, je marque en plus. Ouais, c'est ça. Je marque, on gagne chez nous. Voilà. La dernière saison. Vous gagnez 2-1. Exactement, Ouais. exactement. Tu étais à Montpellier. Parole tenue envers Didier Olé Nicole qui donc croit en vous. Vous ferez 2 saisons à Clermont où vous explosez littéralement en Ligue 2 et vous débarquez en Serie A. Direction l'Udinese. Là, c'est un autre monde. On passe de la Ligue 2 à la Serie A avec un coach très particulier, Francesco Guidolin, qui bien sûr ne vous a pas oublié. Mehdi, il a un message pour vous ce soir. Bonjour Mehdi, ça va? Je suis très content de parler de toi parce que tu as été un joueur très important pour nous en Italie, pour l'Udinese, pour la Rome, pour moi. Et je suis très content de parler de toi parce que je me souviens souvent de la souffrance que tu avais pendant les entraînements en Italie. En Italie, tu n'étais pas habitué à travailler comme ça. Mais je me souviens la faim que tu avais et l'envie que tu avais pour arriver à faire une belle carrière d'autre niveau. Je suis très content pour toi. Je t'embrasse, salut à toi, bisous à ta femme, à les enfants et à tout à l'heure, à bientôt, à la prochaine fois. Et je t'appelle pendant les périodes de Noël. Magnifique, hein? Ouais. Il est fier de vous, ouais, Francesco Guidolin. Super Et coach. c'est vrai que c'est un vrai changement quand tu arrives au niveau du travail. Franchement, c'était pour moi. Je suis arrivé en prépa. Je me suis dit, je vais pas pouvoir rester ici, c'est pas pour moi. Je me demandais pourquoi il m'avait acheté en fait. J'étais tout le temps dernier dans tous les exercices physiques. C'était pas possible. Il faisait que courir. C'est les vraies prépas italiennes. J'ai dit, mais c'est incroyable. En France, je pensais que c'était déjà dur, le vélo dans les montagnes et tout. On le faisait déjà à Clermont, à Lorient, tout ça. Mais là, c'était trop. Je lui dis, coach, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Je sens que je vais me péter partout. Il me dit, non, non, tu peux. Et franchement, à chaque fois, j'étais dernier, mais je lâchais pas. J'étais là, c'était compliqué. Et je me suis dit, ce coach, va pas me garder, quoi. Puis en plus, l'Udinese a une réputation à l'époque, surtout, ils achetaient beaucoup de joueurs et ils prêtaient à droite, à gauche. Ils prêtaient à Granade, en Espagne. Ils avaient Watford aussi, qui était le même propriétaire, c'était Gino Pozzo. Et donc, je me suis dit, mais moi, ils vont me dégager en prêt, ils vont pas me garder, c'est impossible. Et voilà, je suis resté. Les matchs de prépa, je jouais pas beaucoup, même très peu. Matchs amicaux, je joue pas. Je dis à mon agent, écoute, si je joue pas déjà les matchs amicaux, ça va être compliqué pour me montrer parce qu'à l'entraînement, je suis à la rue. Il y a qu'un match qui pouvait me sauver, quoi. Et
Et de là, on commence la saison. Il y a un joueur, Ferronetti, qui se fait les ligaments croisés, le pauvre, dernier match amical. Il se blesse. C'est la vie de football. Et voilà, il commence première journée, on perd 4-0 à domicile, moi je joue pas. Et deuxième match, on va à l'Inter de Milan. Il venait de prendre le triplé avec Mourinho. Donc Eto'o, Schneider et compagnie, on joue là-bas. Et là, il me titulaire dans une défense à 3. Je n'avais jamais joué à 3. J'ai fait que courir, tu sais, à 3 où tu dois charger C'était de la folie. Et franchement, je fais un match sérieux, un match appliqué. Et de là, j'ai fait 35 matchs la première saison direct. On s'est qualifié pour la Champions League, tour préliminaire Champions League. Et pareil, ce coach, c'est que des bons souvenirs. C'est vraie mentalité de travail. De toute façon, partout où il est passé, que ce soit à l'Udinese, à Palerme. Ouais, il a toujours eu une bonne réputation. Toujours. Tu lui demandes le maintien, il va t'emmener en Europa League. Tu demandes l'Europa League, tu vas faire le prêt. Toujours un peu Mais plus. c'est très important parce que on n'est pas que tous les quatre. Il y a des gens qui nous écoutent et peut-être ils ont enregistré ou il y aura un replay et ils montreront ça à leurs enfants. Je pense que c'est important de comprendre comment fonctionne le football et que la réussite d'un footballeur, avec toutes les qualités qu'il a, dépend de pas grand-chose. Déjà, quelquefois, du malheur des uns, ton partenaire qui se pète les croisés, d'une défaite juste avant qui fait que toi, à un moment donné, tu es à la porte, elle a été complètement fermée, elle s'ouvre, et toi, bien sûr, qui fais le bon match. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut rester très humble par rapport à la réussite, parce qu'elle dépend de pas grand-chose, elle dépend de détails, bien sûr d'un travail de fond, bien sûr qu'il faut saisir sa chance, et tu l'as saisi, et bravo, de paroles données à Clermont, tu vois, tout ton parcours me donne raison sur tout ce que je pense de toi depuis que je te regarde et que je t'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu dis, ouais, il faut de la chance. Et t'en as eu. T'en as eu grâce à de la malchance de quelqu'un d'autre ou un mauvais résultat. Mais le plus fort, et on en parlait tout à l'heure, on rigolait quand on parlait d'un joueur et qui disait il avait tout pour réussir. Je pense que si t'as pas le mental, si vous sentez que votre enfant il n'a pas le mental, qu'il n'a pas faim mais faim, c'est-à-dire les dents qui raillent le parquet, enfin à un moment donné que le football n'est plus, c'est une vie, c'est une religion, c'est une passion, tu en parles débordante. Il faut pas qu'il y aille. Il faut pas qu'il aille parce qu'il va être déçu. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui a faim mais de faim de chez faim quoi. Ah non mais surtout, comme je dis toujours, et moi encore, je sors quand même d'un cursus, on va dire Clairefontaine, qui au départ on est combien on est coach à faire les tests à Clairefontaine on est... À l'époque, il y avait 750, 80. Voilà, il y a 700 gamins, ils en gardent 23. Ouais. Donc logiquement, Tu au départ, j'ai pas les pieds carrés. Au départ. Non mais c'est vrai, au départ, pour être pris là-dedans, t'as pas les pieds carrés. Mais moi, dans ma carrière, et j'ai pas de honte à le dire, de toute façon, c'est la vérité. Si j'avais pas pris conscience à un moment donné que si tu veux être amené à aller peut-être chercher là-haut ce qui se passe, la Champions League ou tu dois travailler plus que les autres. Et ce coach-là, je l'avais invité d'ailleurs que j'étais au Bayern. Ça m'a fait super plaisir. Il était venu avec sa femme voir un match au Bayern et tout. Et on était au restaurant. Il m'a dit, tu sais, je me rappellerai toujours un jour, il y avait eu 3 jours libres après les grosses prépas en Italie. Ils donnent 3 jours libres. Et moi, j'étais là, j'avais ma femme, j'avais ma petite fille à l'époque. Et je dis, coach, moi, je dis, 3 jours libres, je vais faire quoi? Je vais me faire chier chez moi, 3 jours libres. Je lui dis, moi, je vais prendre un jour libre. Par contre, comme j'ai pas joué les matchs amicaux et tout, c'est que pour l'instant, je pars pas dans vos plans. Mais il commence à justifier. Je dis non, mais il n'y a pas de problème, je viens d'arriver. Donc mettez-moi un adjoint. Moi, j'ai envie d'aller faire une petite séance. Qu'est-ce que vous pensez que je peux bosser? Il me dit, travaille le pied gauche, travaille un peu ils aiment bien la tactique à l'italienne, machin. Il me dit, je vais te mettre 2 adjoints. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et ça, il me l'a ressorti, quand il est venu il y a 3-4 ans en Allemagne. Il me dit, tu sais, quand tu m'as demandé de venir t'entraîner après ce que je t'avais vu en train de souffrir en prépa, je me suis dit, lui... ça va être un de ceux qui va... Après, j'aurais pu... voilà, des fois, tu sais pas. Mais honnêtement, moi, je sais qu'il y en a, c'est grâce à leur talent et tout. Non, moi, j'ai pas honte de le dire. Tu sais combien de... On est avec toi, je suis avec toi. Non, mais... tu sais, les gens, explique ta titularisation dans ce match en question qui t'a lancé, finalement. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Combien de vacances, moi, je me souviens, et tu dois savoir ce que c'est, toi, Franck, quand tu pars... Tu as envie de passer des vacances en famille, mais tu sais que si tu prends pas un préparateur physique qui vient te réveiller le matin et te faire 1h30 de cardio,
À la reprise, tu vas être charrette. Alors, nous, on est dans une autre génération, parce que nous, on n'avait pas de préparateur physique. Je me rappelle, je partais en vacances, et je dis chez mes parents, au bout de 3 jours, mon père me dit, il me voyait le matin, tu fais quoi? Je dis, je vais courir. Je dis, parce que dans 15 jours, quand je vais reprendre, si je cours pas tout seul, je vais mourir. Et j'allais dans le sud de la France, à Saint-Cyr-sur-Mer, et j'allais courir dans la forêt avec le chien de mes parents, parce que tu sais que tu es obligé. Sinon, tu es mort. Hein. À la Juve, c'est pareil. À la Juve, c'est super difficile. Ah, 3 semaines. Toi, tu as choisi un championnat. Partez en Amérique, tu fais que courir, tu vois pas le ballon. Ouais. Quand il donne un ballon, tu sais même plus ce que tu dois faire. Musculation, course. Donc pareil, je prenais un prépa du club, il m'envoyait un préparateur et honnêtement, c'était pas du tout un plaisir, hein, je suis honnête. Mais... Donc en fait, c'est toi qui as montré à Ronaldo comment il fallait s'entraîner. Non, lui c'est encore autre chose. Alors justement, vous Lui- parlez de professionnalisme. Vous avez eu peut-être l'un des meilleurs exemples au monde. Le à la meilleur, Juve. sûr. C'est Cristiano Ronaldo. Et bien justement, Mehdi, Cristiano Ronaldo a tenu ce soir à vous passer un petit message. Rien que ça, regardez. Eh mon frère, ça va? Well, I'm gonna speak about Benatia. As you know, I play with him 1 year. So funny guy, so good guy. I enjoy so much to play with him. He's a fantastic player, fantastic man, which is for me it's the most important. I call him Marroquí because I love Morocco. And I always tell him that I'm more beautiful than him. No, but he's a good guy. I just want to congratulate you for your amazing career. You are a fantastic player, fantastic guy. You have a beautiful family. And I wish you the best. I wish to play with you again. Not against you because you are too strong. I don't like that. But I want to wish all the best, my friends. And I miss you, man. Au revoir, mon frère. Premier à l'entraînement, dernier à rester ensuite, c'est pas une légende, ça, Mehdi, vous en avez été témoin. Pareil, là, je le savais déjà avant de le côtoyer parce que on le sait que Chris est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, on a souvent vu des interviews, des gens qui le mettent en avant par rapport à ça. Mais honnêtement, moi, j'ai été surpris. Pourtant, je le savais, j'ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances. Et surtout, c'est tous les jours, en fait. Tous les jours. En plus de ce qu'on fait, nous, avec le groupe, il va faire son programme à lui 25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut être Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah d'accord. Tu sais, avec l'élastique. Ouais. Il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui. Il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Nous, on l'a vu arriver. Pourtant, la Juve, c'est déjà un club mentalité extraordinaire. Il a un entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît Tout seul. par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va faire peut-être pareil 30 minutes que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. Et les frappes, Il vous les a coups quand même francs aussi. proposé les d'aller à la frappes, salle les coups faire du francs. cardio après un match. Ouais, après Bergame. Non. On était sur le banc parce qu'on jouait en Champions League 3 jours après. Le coach avait fait tourner et on était tous les deux sur le banc. On rentre et dans le bus, il était devant. Moi, j'étais au bout avec Pjanic et Blaise. Et il m'écrit, il me dit qu'est-ce que tu vas faire là? Je rentre me Il est coucher. 23h. Je dis je vais rentrer chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit tu te sens pas? On fait une petite heure de salle. Moi, je lui mets lol. Je dis tu t'es sérieux ou pas? Il me dit ouais, j'ai pas joué, je me sens pas. J'ai pas joué. Il est rentré un quart d'heure. En plus, il avait fait une passe D. Lui, il a fait un quart d'heure quand même. Ouais. Il me dit j'ai pas transpiré et tout. J'ai besoin de faire une petite séance et tout. Tu te sens pas de m'accompagner? Je dis écoute Chris, c'est pas possible. Là, laisse-moi tranquille. Je vais rentrer chez moi. Je me mets devant ma télé. C'est bon. Je me suis frappé le déplacement et tout. Franchement, j'avais pas envie de me faire une séance à 23h. Et je lui dis, mais demain, pourquoi tu fais pas un peu plus demain? Il me dit, non, j'ai besoin, moi, chaque jour un petit peu. Il a été, tout le monde s'est habillé, machin. Nous, on est en civil pour rentrer. Et lui, il est parti, il s'est mis son short, ses baskets, sa musique, salle de sport. Ah, j'ai dit, le mec, il est pas normal. Et c'est pour ça que quand tu le côtoies, on va dire, comme j'ai eu la chance de le côtoyer, je respecte encore plus le joueur qu'avant. Parce qu'en fait, ce mec-là, il a indirectement sacrifié toute sa vie pour son football.
Moi, je me pose la question quand même, Roland, tu as été entraîneur, Francisco aussi, quand il est jeune et qu'il met ce programme en place pour lui, moi, souvent, il y a des entraîneurs qui font non, c'est fini la séance, c'est trop, on rentre, c'est bon, on rentre. Qui va commencer à lui donner sa chance et à croire que son programme, il est bon en surplus d'entraînement quotidien? Tu vois ce que je veux dire? Ou en disant, mais il va se péter s'il continue à bosser comme ça. C'est-à-dire qu'il bosse beaucoup, ok, c'est très bien, c'est même exceptionnel, qu'il n'en fasse pas trop non plus. C'est ça, vous êtes là pour sauver. Après, parce que c'est un phénomène pour ça aussi. Pour ça aussi, c'est ça. Francisco, C'est ça, parce que on le rappelle quand même, Francisco, vous l'avez accompagné. Des efforts, excuse-moi, il en a fait des énormes, mais il est rarement blessé. C'est ça le truc. Ça, il fait 50 il a la par bonne saison. méthode pour lui, quoi. Hein, parce que faut Francisco, dire que vous avez accompagné Cristiano Ronaldo dans ses premiers pas à Manchester United, alors que vous travailliez à l'époque dans le staff de Sir Alex Ferguson. Exactement, j'ai bien compris ce qu'a dit Mehdi. Et je ne suis pas étonné de tout ça parce qu'il le faisait déjà à Manchester. Et Ferguson, il disait pas quelque chose en disant tu vas te péter, tu t'en fais trop. Au contraire, c'est lui qui vient par l'entraînement déjà ayant travaillé un peu, il va avoir des problèmes parce que les taureaux qui commencent, il est féroce déjà. Il y a beaucoup de compositions d'équipe qui se fait au taureau là déjà. Et Cristiano, après l'entraînement, il restait. Exactement. Passement de jambe, frappe. Passement de jambe, frappe. Pousser, centrer, pousser, centrer. À l'époque, je jouais un peu à l'aile. Et il travaillait, la frappe. Et toujours avec des coups. Mais il ne Toujours avec faisait des coups. pas les coups francs. Ouais. Je pose la question s'il n'a pas vu Juninho et qu'il a commencé à travailler ça après. À Manchester, je ne voyais pas les coups francs. Et il mettait comme ça. déjà des coups francs comme ça. Si, je me rappelle, moi, de quelques coups francs pleine lucarne en frappant à plat. Mais comme il ça. ne travaillait pas autant. Ah ouais. Il ne travaillait pas autant. En tout cas, C'est un phénomène, quoi. dans le travail et surtout dans sa culture de la gagne, c'est Et t'en as incroyable. pas voulu que tu sois pas allé après? Que tu sois pas allé avec Non, lui non, mais moi, on rigolait après. J'ai dit, tiens, j'avais Mireille à côté de moi, je dis, prends Pjanic, tu laisse-moi rentrer. Mais pareil, on était à Dubaï en vacances, il m'écrivait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, sur la plage, moi, avec les enfants. Et lui, il allait, il mettait des vidéos en train de courir avec son fils et tout. Non, voilà, c'est quelqu'un. C'est sa vie. C'est toute sa vie, franchement, c'est toute sa vie, c'est ça. Comment il va gérer l'après? Ouais, mais attends, il y a un truc, donc, Non, quand moi, vous j'ai parlez pas de... senti j'ai pas senti qu'il c'est quelqu'un qui doute, mais forcément, c'est quelqu'un qui cherche toujours la perfection. Donc parfois, tu peux le voir, tu sais, un peu. Il y a eu 2-3 polémiques en Italie dernièrement parce qu'il est sorti mécontent. De suite, ils ont fait les grands titres. Mais non, celui qui le connaît, il sait. Cristiano Ronaldo qui sort, s'il n'a pas marqué, bah, il n'est pas content. Mais c'est contre lui, c'est pas. Voilà, c'est contre lui, bien sûr. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas marqué. C'est quelqu'un qui cherche le but, qui veut toujours être au top. Sauf que même si c'est une machine, parfois il y a des moments où tu as un peu moins de réussite, quoi. Pour revenir à votre parcours plus personnel, 3 saisons après, on était resté à l'Udinese. Le temps de s'acclimater à la Serie A, vous débarquez à la Roma dans un vestiaire de légende. Parmi elles, une légende de la Roma qui a fait des adieux, déchirant à son club de toujours en mai dernier. Vincent Candela, non, c'est pas ça. Daniele De Rossi. Daniele De Rossi. Et oui, Ah, vous avez eu magnifique. l'honneur de côtoyer une saison dans le vestiaire romain. Il se souvient de Rossi. Per me è un vero piacere parlare del mio amico Mehdi Benatia. Ho avuto il piacere di giocare con lui per poco tempo, solo una stagione, ma ho scoperto un giocatore molto forte, ma questo lo conoscono un po' tutti. Grande in fase difensiva, grande in fase di costruzione e quell'anno ha fatto anche tantissimi gol, quindi anche un vero centravanti. Quello che magari non conoscono tutti è un professionista vero, professionista serio, che metteva la propria squadra al primo posto. L'ho visto allenarsi e motivare sempre tutti alla grande e quindi anche per quello forse siamo rimasti in contatto anche dopo che è andato via dalla Roma. Mi è rimasto un grande ricordo e lo considero un mio amico e uno di quelli con cui è un piacere e un onore giocare insieme. Un abbraccio al mio amico Mehdi. Grazie Lele. Quel bel hommage. Ah, ça c'est un grand monsieur. Hein. Je sais pas en France si
Oui, Il a le. Si on a un L'aura peu. qu'il a. Quand on parle de la Roma, c'est Quand plus on Totti parle et tout de en France. Voilà. longévité, de Voilà, régularité, on pense à mais lui. Daniele De Rossi, c'est champion du monde, c'est un joueur incroyable. Incroyable. Là, il est parti 18 ans à la Roma. finir en Argentine. Voilà, voilà. Mais surtout dans la mentalité. Lui, en fait, c'est le tifoso qui joue au football, en fait. Lui, c'est celui qui aurait dû être dans les courbes, comme ils appellent ça, la curva nord, la curva sud, pour exemple, à la Roma. La tribune Dans les nord ou la tribunes. tribune Voilà, sud. exactement, c'est la tribune sud, c'est là où vraiment c'est chaud, là où il y a les supporters. Les ultras. Et ben, De Rossi, sa vraie vie, c'est ça en fait. Sauf que il s'est trouvé qu'il avait du talent et donc il a joué au football. Mais sur le terrain, je me rappellerai toute ma vie, on joue contre la Lazio, un derby. Il fallait le gagner parce que moi, quand je suis arrivé, ils avaient perdu en plus la finale de Coupe d'Italie Wow. contre la Lazio. Ouh. Et c'était Miré Pjanic qui venait me chercher à la maison, qui m'emmenait à l'entraînement parce qu'il habitait pas loin. Il nous jetait des tomates et tout, les supporters. J'ai dit à Miré, putain, mais c'est un peu chaud ici l'ambiance. Il m'a dit, ouais, on a perdu la finale contre la Lazio, mais ça va se calmer. Il faut qu'on démarre bien la saison. Comme ça, après, ils vont être derrière nous et tu vas voir si ça pousse. Ici, c'est vraiment le feu. Rome, ils aiment leur club, c'est des passionnés. Et on joue ce derby de la Lazio. Et il y a un moment, un mec qui frappe, je la contre. Elle revient sur un autre attaquant. Il frappe, De Rossi, il la sort, il la tacle en corner. Et là, il me regarde comme ça, il me serre dans ses bras, il avait les larmes aux yeux. Et il fait son, tu sais, comme ils font un peu les Italiens, le cri. Ah, Gladiateur. il crie comme ça, voilà. Et il avait les larmes, il avait les larmes. On a gagné contre la Lazio, moi j'étais content, c'est vrai. On était sur 10 victoires, on a fait le record en plus d'ailleurs. À l'heure actuelle, je crois qu'on a fait, personne, même la Juve, on n'a pas réussi à détrôner le record avec Rudy Garcia. C'était 10 victoires sur les 10 premiers matchs de la saison. Wow. Et donc c'était beau. Mais lui, c'était plus pour lui. Tu sentais que c'était toute sa vie, quoi. C'était le Derby Capitolino. qui derby, dépasse, exactement. À la cadre grande, du comme il dit. football. Et là, voilà, quand tu me montres ces images comme ça, en plus et j'ai pas de regrets dans ma carrière. Très honnêtement, j'ai pas de regrets parce que je pense qu'il n'y a pas le temps pour les regrets, etc. Mais Rome, ça a été. J'ai fait qu'une saison là-bas. T'aurais aimé faire un peu Malheureusement. plus, quoi. Moi, j'avais acheté. Au bout de 6 mois, j'ai acheté la maison. Ah ouais. Et je pensais, honnêtement, je pensais finir ma carrière. Quand je parlais à l'époque, le directeur, c'était Sabatini, qui est aujourd'hui à Bologne. Ouais. Il m'a dit, écoute, toi, tu partiras pas, oublie. C'était au mois de janvier déjà. Il m'a dit, emmène-moi en Champions League. Et voilà, j'ai fini. J'ai eu un peu de réussite cette saison-là. En plus, je finis meilleur défenseur du calcio. qui est énorme. Vous êtes très très vite adopté par les Romains. Ouais, ils m'ont donné le meilleur joueur de l'année. Mm. Pour Rome, c'est énorme. Non, mais surtout pour Franchement, l'Italie. Non, c'était magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, on n'est pas tombé d'accord sur mon renouvellement de contrat. Il y avait Manchester City à l'époque, de Samir d'ailleurs. Il y avait Samir qui était là-bas. Ils avaient fait la première offre et la Roma était ferme. Ils n'ont rien voulu savoir. Donc, on est reparti sur une deuxième saison, mais moi, j'étais pas content. Et je l'ai fait savoir aux gens du club. Et donc, le Bayern de Munich m'a appelé vers le 20 août. Et le 27 août, je signe au Bayern de Munich. Donc, pas que c'était un mauvais choix, parce qu'à l'époque, le Bayern de Munich, c'était le Bayern de Munich de Pep Guardiola. Voilà. Mais honnêtement, la Roma, je me sentais Petit chez regret. moi. C'était des moments incroyables. C'était une saison magnifique. Il y en a un autre qui se souvient de cette saison magnifique et de votre passage à la Roma. Vous l'avez marqué, c'est votre coach à l'époque. Vous en avez parlé, Mehdi, c'est Rudy Garcia. Il savait que vous étiez avec nous ce soir. Il a tenu à vous passer un petit message. Regardez. Buongiorno Mehdi, come stai? Alors je voulais faire appel à ta mémoire et à tes souvenirs. T'as jamais marqué autant de buts que la saison avec moi à l'AS Roma. Donc je voulais savoir si tu te rappelais comment tu travaillais à l'entraînement et aussi comment tu fêtais tes buts. 5 buts inscrits en une saison à la Roma avec Rudy Garcia. Mais c'est vrai que on bossait beaucoup. Même moi, en fait, j'avais marqué tôt dans la saison. Et après, tu sais comment c'est, tu y prends goût. Et donc, à chaque fois, je restais. Il y avait à l'époque l'entraîneur adjoint de la Roma, Fred Bompard, qui m'envoyait les ballons et moi, je reprenais de la tête. Et franchement, je m'étais pas mal amélioré. J'avais mis 5 buts cette saison-là. Et je fêtais comme ça avec une sorte de mitraillette, un peu comme faisait à l'époque Batistuta avant moi aussi à la Roma. Ah. Et c'est vrai les supporters, ils adoraient ça et j'étais très très proche d'eux. Mais Quand est-ce que vous allez le rejoindre à Lyon, Rudy Garcia? non, déjà je lui souhaite bonne chance. Je lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle expérience.
Et puis, Rudy, il a fait du bon boulot, hein, il a fait du bon boulot, même si à Marseille, à l'arrivée, certains disent que le bilan, il est un peu mitigé, mais honnêtement, putain, moi, quand même, voilà, je suis formé à l'OM, donc je regarde toujours l'OM. C'est pas un club qui m'est indifférent. Et Finale de Coupe d'Europe. la finale de Coupe d'Europe, s'il te la gagne, Et c'est pas avec le Marseille de l'époque, hein, aussi. Donc, faut faire aussi avec les moyens qu'il a. Mais c'est quelqu'un qui, à la Roma, a fait du super boulot, à chaque fois qualifié en Champions League. À Lille, il a été champion. Donc, je pense qu'on a là un très, très, très bon coach français, un des meilleurs coachs français. Difficile, Mehdi, le départ de la Roma. Et en août 2014, vous le disiez, le 27, vous découvrez un autre championnat, une autre ambiance. Vous arrivez chez un mastodonte, le Bayern Munich. Vous devenez au passage le défenseur le plus cher de l'histoire de la Bundesliga. Et pendant 2 ans, à Munich, vous avez évolué sous les ordres d'un autre coach, Pep Guardiola, avec la certaine distance qu'il mettait entre lui et ses joueurs. Il faut dire qu'entre vous deux, le courant n'est jamais vraiment passé. Est-ce qu'on peut dire ça, Mehdi? Non, c'est un peu dur de dire ça. C'est un peu sévère? En fait, pour ceux qui ont travaillé avec Pep, malheureusement, c'est toujours le même constat, on va dire, qui ressort. C'est peut-être le meilleur tacticien au monde. Parce que lui, pour le coup, je suis arrivé, j'avais 28 ans déjà, avec pas mal de choses quand même derrière moi. Et chaque jour, tu as l'impression de découvrir une nouvelle facette du football. C'est-à-dire qu'il t'apprend toujours à jouer. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de pressing. À comment positionner ton corps. Quand le ballon vient de gauche, je contrôle pied droit. Quand le ballon vient de droite, je m'oriente, je contrôle pied gauche de façon à avoir les épaules bien ouvertes pour voir le... Et ça, c'est sur de la répétition. Sur la tactique, il va toujours chercher la supériorité au milieu de terrain. Toujours. Lui, il veut jouer. Avec lui, par contre, il n'y a pas de course, hein. En 2 ans, je n'ai pas couru une seule fois. Et un jour, je dis, mais coach, on ne fait jamais de travail physique avec toi. Il m'a dit, pourquoi faire? Moi, mon équipe, elle a le ballon. Pourtant, il a joué en Italie, lui. Hein. Ouais, mais il a dit, mon équipe, elle a le ballon. Donc, nous, on court avec le ballon. Par contre, les séances, attention. Quand tu es au milieu, quand tu fais des taureaux et que tu es au milieu... T'en fais des tours. Xabi Alonso, Ribéry, Robben, machin et tout... Tu as intérêt de courir, et sinon tu sors pas du milieu. Mais humainement, moi encore une fois, c'est mon avis. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui le partagent parce que j'ai vu un peu les joueurs qui... Yaya Touré, Mario Götze, entre autres. C'est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Lui, il dit que c'est parce qu'il a été déçu par le passé. Moi, il me l'a dit cash. Il m'a dit, moi, voilà, c'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui te veux. Pour moi, tu as telle qualité, telle qualité, telle qualité, j'ai besoin de ça. Maintenant, moi, je vais t'apprendre ça, ça, ça. Et il me dit, tu es là pour faire, en gros, hein, tu es là pour faire ce que je dis, mais on n'est pas là pour être amis. Ok. Moi, je dis, ok. Alors que moi, je sortais de la Roma avec Rudy, où je lui faisais presque le traducteur, où c'était vraiment voilà, on n'était pas des potes, mais on avait une super relation. Avec Gwendoline, pareil. Enfin, partout où j'étais, j'ai toujours eu ce... Mais lui, non, lui... Voilà, Pep, c'est comme ça. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. Presque, c'est lui qui te dit comment tu dois jouer. Donc, au bout d'un moment, voilà, moi, ça m'arrivait de lui dire, écoute, moi, tu m'as acheté 30 et quelques millions d'euros, c'est que j'ai des qualités. Donc, si tu m'as pris pour me changer, il faut prendre quelqu'un d'autre. Et puis, le vrai souci que j'ai eu au Bayern de Munich, c'est pas Pep Guardiola du tout. Parce que la première année, tu peux t'apercevoir que j'ai joué... tous les matchs importants, tous les matchs de Champions League, tous les matchs contre les rivaux vraiment pour la Ligue, que ce soit Dortmund, Leverkusen, etc. Mais c'est mes blessures. Quand tu te fais 7 ou 8 lésions musculaires en 2 ans, il ne faut pas trouver un coupable. J'ai pas eu de chance, j'ai été beaucoup blessé, et au bout d'un moment, l'entraîneur, il a des titres à gagner, il a des comptes à rendre. S'il ne peut pas compter sur toi parce qu'au mois de mars, tu es blessé, quel genre de blessure? Son équipe. Quelle sorte de blessure? J'ai eu lésion à la cuisse, quadri, ischio, j'ai eu lésion à l'adducteur. J'étais pas très bien dans la vie de tous les jours. C'est le seul endroit vraiment à Munich où je me suis pas adapté. Ni moi ni ma famille. C'est ça la cause des blessures. C'est ce que je pense, honnêtement. Est-ce que c'est aussi parce que tu avais énormément travaillé en Italie? Est-ce que la machine était fatiguée ou tu avais l'habitude plutôt de beaucoup travailler? Le fait de changer de façon de travailler on peut-être amené ces blessures-là? Possible, mais honnêtement, moi, avec le recul, je pense que quand tu n'es pas bien dans un endroit, c'était difficile. Moi, mes enfants, ils n'étaient pas bien du tout.
Ils allaient en cours d'allemand, ils se bouchaient les oreilles pour pas apprendre la langue, les petits. Ma femme, elle n'était pas ravie non plus. L'Italie nous manquait énormément. Et je le sentais. Heureusement qu'il y avait Franck qui était là, donc j'étais plus avec lui et tout. Mais quand même, voilà, je parlais pas l'allemand. C'était une langue très compliquée à apprendre. L'anglais, à l'époque, un petit peu. Donc franchement, je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu tous ces pépins physiques. C'est sûr, ça. Et donc voilà, donc après, au bout de 2 ans, heureusement que Rummenigge m'avait fait une promesse, parce qu'à la fin de la première année, j'avais demandé à partir déjà. Je devais aller à l'Inter de Milan, et Rummenigge m'a dit, écoute, fais une 2e saison, et si vraiment tu te sens pas bien, toi et ta famille, je te donne ma parole que je te faciliterai ton départ. Et il a été super classe avec moi, et je lui ai dit, je veux aller en Italie. Il y avait à l'époque Chelsea, il y avait d'autres choses qui offraient peut-être un peu plus d'argent, mais il a respecté mon choix. T'es pas allé à Chelsea? Non, je voulais rentrer en Italie. Le J'en ai marre de la rendez-vous pluie, tout ça. Quand on regarde cette photo, Mehdi, parlons-en de Franck Ribéry, justement. Moi, j'aime bien la montre. Kaiser, lui, c'est... L'empreinte qu'il va laisser dans ce club. C'est une légende là-bas. Franchement, c'est incroyable. Il est aimé, mais pas seulement pour le joueur, parce qu'il a fait gagner des titres et tout, hein, pour sa personnalité, c'est le premier à mettre l'ambiance, c'est le premier à rigoler, à chambrer. Franck à Munich, franchement, c'est incroyable. Au niveau des médias, au niveau du public aussi, ça... Ouais, les gens, ils l'adorent. Ouais. Ouais, les gens, ils l'adorent. Franchement, même sa famille, ils sont super bien intégrés. Il vous a appelé avant d'aller en Serie A? Non, moi, je l'ai appelé avant de signer au Bayern. Je l'ai appelé. Je me rappelle, j'étais encore à Rome. Quand j'ai eu l'offre concrète du Bayern, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin que tu me conseilles. Voilà, j'ai le Bayern. Moi, je suis pas trop chaud pour l'Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, bon, lui, c'est normal. Ça faisait 7-8 ans qu'il était là-bas. Il était au top. Il m'a dit, mais non, tu rigoles, c'est un top club. On joue chaque année pour la Champions League. Et puis c'est vrai, attention, le club, c'est un club extraordinaire, hein, dans l'organisation, tout ça. Les Allemands, c'est carré. Mais voilà, moi, je me suis pas adapté au pays. Et donc, voilà, mais en tout cas, heureusement qu'il était là, parce que sinon, ça aurait été encore plus compliqué. Alors, quant aux joueurs, à ton avis, n'est-il pas les meilleurs joueurs avec lesquels tu as joué? Franck? Oui. Oui, bien sûr. Si je dois faire une équipe, il est dedans, hein. Ça, c'est sûr. Extraordinaire. C'est un génie. Ouais. Il a une qualité de vitesse, et puis c'est quelqu'un qui cherche toujours à régaler l'attaquant, que ce soit Luca Toni à l'époque ou Lewandowski. Avec lui, c'est 30-40 buts. Ça percute. Il percute à droite, à gauche, là où Robben, il a un jeu un peu plus stéréotypé, Robben. Ouais, tu sais qu'il le fait bien, hein, On sait qu'il va rentrer. Ouais. Franck, il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Il est costaud. Non, c'est top joueur, vraiment top joueur. Quel joueur. Mehdi, Parcours atypique aussi d'ailleurs. Ah ouais. 12 mai 2017, demi-finale retour de Champions League à Munich. Vous inscrivez à la 7e minute de jeu le premier but de la rencontre. Le Bayern va remporter ce match retour 3-2, mais va être éliminé à cause de la défaite du match aller. On revoit votre but. Parce qu'au match aller, une semaine avant, demi-finale aller donc de Champions League, on est au Nou Camp cette fois-ci, Barça-Bayern. Et il va y avoir une image qu'on va revoir ensemble. On est désolé, c'est pas une image image terrible, celle de la glissade de Jérôme Boateng face à Lionel Messi. Mehdi, vous êtes sur le terrain, à ce moment-là, un témoin privilégié de la scène. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là quand vous voyez Boateng tomber en arrière face à Messi? C'est sûr que la chute, on va dire, elle est un peu bizarre, mais honnêtement, Jérôme, cette année-là, c'était peut-être le meilleur défenseur au monde. Ouais. Il avait fait une saison extraordinaire. Moi, je ne le connaissais pas trop avant d'arriver. Je savais qu'il ne s'était pas trop bien passé à City. Il était arrivé au Bayern, machin. Il venait d'être champion du monde, d'ailleurs. Au passage, champion du monde. Il avait pris la Ligue des Champions aussi, avec Dante à l'époque dans l'axe. Super charnière. Mais cette année-là, Jérôme, il était impassable. Franchement, il était phénoménal. Et là, le fait de le voir comme ça, lui, tomber comme ça sur les fesses. Après, j'ai envie de te dire qu'en face, c'est Léo Messi. C'est Kimmich qui manque le ballon après? C'est Rafinha. Rafinha. Ouais, c'est Parce qu'il Rafinha peut peut-être qui l'avoir, essaye hein. de tacler. Il peut l'avoir, hein. Juste, mais Il il lui manque pas grand-chose. Ouais. Mais voilà, c'était lui. On sentait en plus que la presse était un peu acharnée sur lui, donc c'était difficile à vivre pour lui aussi. C'était Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça. Comment il s'en est remis dans le vestiaire? Comment il s'est relevé de ça, Jérôme Boateng? Après, c'est un mec qui a tout gagné. Hein. Attends, qui c'est qui fait pas Je pense que n'importe quel défenseur, au bout d'un moment, on a été mis en difficulté.
dans un match. Là, c'est Léo Messi en face, donc je pense que ce soit pas le premier, c'est pas le dernier déjà qui est tombé en face de Léo Messi. Mais non, voilà, nous on l'a pas trop chambré parce qu'on sentait que ça le piquait un peu. Mais c'est un top joueur. Là, il est un peu moins bien parce que je sais qu'il a eu pas mal de blessures aussi ces dernières années. Mais Jérôme Boateng, c'est vraiment un top défenseur. Quand il est bien, c'est un des meilleurs au monde. On parlait de Pep Guardiola tout à l'heure, Mehdi. Rien à voir avec un certain Massimiliano Allegri. Vous découvrirez en rejoignant un autre monstre européen, la Juve, en juillet 2007, d'abord prêté par le Bayern. Si je devais vous demander la petite comparaison entre les deux clubs, on est face à deux ogres clairement européens. Le plus grand club entre les deux, ce qui vous a le plus impressionné, Bayern ou Juve? C'est dur à dire. Je pense que le Bayern de Munich est très 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 respecté en Allemagne et la Juventus peut-être un peu partout en Europe. Parce que moi, par exemple, mon époque, c'est Del Piero, c'est Zidane à la Juventus. Nous, en France, on a grandi plus avec la Juve. Moi, quand j'ai signé en Allemagne, par exemple, je crois que j'avais encore jamais regardé un match entier de Bundesliga. J'étais pas trop... L'Italie, la Juve, c'est voilà, à l'époque, c'était le calcio, c'était le plus grand championnat au monde. Bon, maintenant, un peu moins, même si c'est en train de se relancer. Mais c'est deux énormes... Franchement, c'est des énormes clubs. Je peux pas... C'est difficile à dire. La Juve, ce qui me choque le plus, c'est la mentalité de travail qu'il y a. C'est le travail, la rigueur. Tu prends des mecs comme Chiellini, comme Buffon, comme Bonucci, Barzagli, c'est des mecs, tu as l'impression qu'ils sont nés au club. Comme tu arrives déjà, ils te mettent dans la mentalité Juventus. Tu fais un match nul, tu as l'impression que c'est une catastrophe, réunion de crise, il n'y a plus rien qui va. Tu n'as pas le droit de faire un match nul. Et après, les mecs, ils s'étonnent que chaque année, la Juve finit avec 100 points, mais c'est la pression qu'ils mettent, en fait. Il y a une pression à l'intérieur du club pour avoir des résultats que j'ai vus nulle part ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui savait, Mehdi, que vous veniez nous voir ce soir dans le vestiaire. Il a suivi vos pas, puisqu'après un passage à la Roma, il est aujourd'hui à la Juve, un joueur qu'on connaît bien en France, formé à Metz, 3 ans à Lyon. Vous voyez de qui je parle? Miralem. Eh oui, le métronome, le magicien Miralem Pjanic. Il se souvient de vous avec affection, Mehdi. Mehdi, je le considère comme mon frérot, vraiment, parce que c'est un gars que vraiment j'ai beaucoup lié dans le milieu du foot, peut-être celui que j'ai lié le plus. On est resté en bon contact. Ce qui m'inquiète, c'est que, comme on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, on dort, on allait même faire les magasins ensemble. Il aimait beaucoup comment je m'habillais, il me demandait beaucoup de conseils, tout ça, donc je l'ai conseillé. Bon, j'avais pas de problème, il était bien sapé, comme on dit. Mais là, j'ai un peu plus peur. Je sais pas ce que ça donne. Donc, Mehdi, frérot, si t'as besoin des conseils, t'as mon numéro. Tu peux toujours demander, mon petit. Allez, mon frérot, à très bientôt. Je t'aime et bisous à la famille. Et il chambre, il s'habillait bien. S'inquiète du style vestimentaire. C'est moi qui lui ai appris à s'habiller. Bien sûr, je me disais bien. C'est moi qui l'ai sorti à Rome pour le... C'est moi qui lui ai appris c'est quoi le style à Mireille. Non, mais là, c'est un vrai ami aussi du football. Là, pour le coup, on sait tous que dans une carrière, on se crée beaucoup de liens, beaucoup de bons potes. Mais des amis, à l'arrivée, il en reste 2-3. Il en reste très peu. Et Mireille fait partie de cela. On va en vacances ensemble et tout. Le joueur, vous le connaissez déjà, donc j'ai pas besoin d'en parler. Mais pareil, la personne, c'est un super mec. C'est quelqu'un qui a su aussi passer un cap. Parce qu'à la Roma, il jouait déjà un vainqueur plus haut. Il jouait en numéro 8. Et c'était déjà pas mal. Mais il manquait un peu, je trouve, moi, pour être dans les tops, il manquait un peu de régularité, tout ça. À la Juve, ils l'ont mis une sorte de Pirlo là, devant la défense. Et aujourd'hui, c'est clairement un des meilleurs au monde à ce poste. Il est décisif, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou par sa qualité de passe, il casse des lignes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et c'était pas facile pour lui. Je me rappelle, je sais pas s'il s'en souvient, mais si, il doit s'en souvenir. On habitait, moi j'avais une petite maison comme ça à Turin la première année. Et lui, il était collé à moi en fait. Et un soir, il m'écrit, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien, je suis avec la famille. Lui, il était tout seul. Il me dit, pas, c'est tout. Donc je sors, je vais le voir.
Et il était pas bien. Ça faisait 2 matchs qu'il jouait pas quand il arrivait à la Juve, 2 matchs sur le banc. C'était un peu plus difficile et tout. Et il me dit, ouais, je sais pas trop si j'ai bien fait et tout. Ça m'a l'air d'être dur ici. Il y a trop de rigueur, tout ça. Je dis, bah attends, t'as signé 5 ans. Ils sont venus te chercher. T'es le meilleur milieu de terrain aujourd'hui en Italie. Tu penses que la Juve, ils ont fait un recrutement comme ça par hasard ou quoi? C'est pas au bout de 2 semaines que tu vas tirer un constat, quoi. Attends un petit peu. Il me dit, ouais, mais voilà, je suis revenu de blessure, j'étais prêt, il m'a pas mis. Et je lui dis, écoute, on sait, toi et moi, que si tu es à 100%, tu vas jouer titulaire dans cette équipe et tu vas te rendre indispensable. Et si vous avez l'occasion de l'inviter, d'ailleurs, il vous le dira. Et la suite, voilà, il est rentré dans l'équipe et il a fait du Pjanic. Et voilà, le jeu, ça passe par lui aujourd'hui. Et je suis vraiment content et fier de lui parce que, voilà, comme je dis, il est tout en haut aujourd'hui. Je pense qu'il fait vraiment partie avec Busquets des meilleurs à son poste. Et il est beau à avoir joué. Eh bien, on va l'inviter, Miralem Pjanic. Il est le bienvenu, bien sûr, dans le vestiaire. On a hâte de le recevoir. Votre contrat avec les Bianconeri, Mehdi, courait jusqu'en juin prochain. Pourquoi avoir quitté la Juve, finalement? Est-ce que c'est le retour de Bonucci? Est-ce que pourquoi? En fait, non. En fait, on était en stage aux États-Unis. J'ai appris que Léo Bonucci était en train de faire un peu tout pour revenir à Turin. C'est tombé bien parce que la Juve avait besoin d'un défenseur en plus. À la Juve, ils aiment bien démarrer la saison avec tous les postes doublés. Et là, pour le coup, Léo, c'était un super renfort aussi, qui connaissait la maison. Mais il s'était lâché un peu de façon difficile avec les supporters. Il était parti au Milan, il avait un peu sifflé, il avait marqué contre nous en plus, il avait exulté, donc les gens étaient un peu en colère contre lui. Donc c'était pas simple. Mais il a eu du courage, il est revenu. Donc moi, j'attends qu'il signe et je vais voir le coach, tout simplement. Je lui dis, c'était après ma Coupe du Monde avec la sélection. Je lui dis, coach, voilà, moi, comme vous savez, j'ai déjà entamé des discussions pour prolonger mon contrat avec la Juve. Mais c'est vous le coach, c'est vous qui mettez les joueurs sur le terrain. Si c'est pour signer mais pas jouer parce que Léo rentre et que vous devez faire des choix et que je ne vais pas jouer, dites-le moi. Au moins, je ne veux pas. Voilà, j'arrive à 30-31 ans, j'ai envie de prendre du plaisir, tu vois, j'ai envie quand même de continuer à jouer. Même si ça me ferait mal au cœur de quitter la Juve parce que j'étais vraiment à la maison. Et il me dit, ah non, il me dit, moi, tu as fait une super saison l'année dernière, on avait gagné la finale, Coupe d'Italie, je mets doublé en finale contre le Milan, on perd en quart de finale contre Madrid, on est champion. Et il me dit, écoute, moi, je suis super content de toi, la saison va commencer avec toi et Chiellini, avec Chiellini, donc c'est bien, tu sais que nous, on a 50 matchs à faire dans l'année si on veut aller au bout, tout le monde jouera. Tu sais que toi et Chiellini, vous avez des problèmes physiques récurrents, donc on ne peut pas compter sur vous non plus pour 60 matchs, mais chacun fera ses 30 matchs et tout. Je dis, ok, coach, moi c'est comme ça me va, il n'y a pas de souci. Donc de là, nickel, quoi, dans ma tête, serein. Et on rentre à Turin. Léo nous avait pas rejoint aux États-Unis, il était resté là-bas avec les Sud-Américains. Et là, on commence le championnat, et les 3 premiers matchs, je suis sur le banc. Donc là, honnêtement, c'est une surprise parce que je ne m'y attendais pas. Le coach, il ne me parle pas, il ne me dit rien, je m'entraîne au top. Son entraîneur adjoint, avec qui j'étais très très bien, M. Landucci, il vient me voir et me dit, putain, Mehdi, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est les choix du coach, mais t'inquiète pas, l'année, elle est longue. Ok. Et c'était la trêve internationale, donc moi, j'appelle le coach Renard, je dis, coach, ça fait 3 matchs que je ne joue pas, je ne suis pas encore à 100%, le mieux, c'est de ne pas me convoquer. Laissez-moi travailler dans mon club pendant la trêve. Je vais me remettre un peu en jambes et je vais profiter pour parler un peu avec mon coach et tout. Et le coach, il me dit, ok, pas de souci, je t'appelle pas. Donc moi, je vais voir Allegri. Il me dit, oui, je pensais que tu allais démarrer la saison. Mais des fois, il y a des valutations, je sais pas quoi. Bon, le discours, il n'est pas clair. Et là, je sens que ça va être une saison compliquée. Sauf qu'à cette période de l'année, le mercato anglais, il est fermé. Et moi, j'étais en contact à l'époque avancé avec Arsenal et Manchester. Le mercato était fermé, il restait la France, il restait les pays du Golfe, tout ça. Bon, à l'époque là, ça m'intéressait pas encore particulièrement. Donc je dis ok, on va attendre jusqu'au mois de janvier, on va prendre son mal en patience, on va travailler et on va voir. Et là, je joue pas beaucoup, il me fait jouer très peu. Moi, je le prends mal, donc je commence à me mettre un peu dans un état d'esprit un peu énervé. Tu sais, quand tu fais un peu la gueule, tout ça, donc il le voit.
Il me demande à me parler. Je lui dis, écoute, ça n'a rien qu'on se parle. La dernière fois que tu m'as parlé, tu m'as menti. Donc, je pense que toi, on n'a plus rien à se dire. Donc, je fais mes séances. Si je dois jouer, tu me fais jouer. Si je suis pas bon, je joue pas. Et c'est pas grave. Voilà. De toute façon, au mois de décembre, ça va arriver et on verra. Le directeur me dit, non, moi, il propose un contrat. Fabio Pratici, lui, il voulait que je signe absolument. Il voulait que je prolonge. Je me dis, Mehdi, arrête. C'est très bien que la saison, elle est longue. On a besoin de toi au mois de mars pour les grands matchs. Hein. Donc en parallèle, on avance sur la prolongation de contrat quand même, mais je prends mon temps parce que je sens pas trop le truc, tu vois. Et là, je joue contre le Milan, on gagne à Milan, super match, je sais pas pourquoi, surprise générale, il me met moi contre Higuain en plus, qui était un très bon pote à moi, il me met avec Chiellini, on fait un super match, on gagne 2-0, il met Léo sur le banc, et je joue plus, jusqu'à la trêve. Alors là, je vais en vacances, dans ma tête, c'est bon. Ma valise, elle est prête. Je pars n'importe où, mais je reste pas là-bas. Et il me lance dans un match à Bologne, en coupe, à la rentrée, là, les matchs de coupe, là, tu sais, que tu fais jouer un peu ceux qui jouent pas beaucoup. Et là, très honnêtement, je vais vous le dire, de toute façon, parce que je n'ai rien à cacher. Moi, je vais voir le directeur et le vice-président Pavel Nedved. Je lui dis, écoute, Pavel, demain, quand l'arbitre va siffler le coup d'envoi du match, je ne serai pas sur le terrain. Je te le dis, c'est entre toi et moi. J'avais vraiment un rapport avec eux. C'était bien, on se respectait mutuellement. Je ne vais pas vous faire un truc tordu et tout. Vous, au moins, vous devez savoir que demain, je ne jouerai pas ce match. Il dit, Mehdi, tu ne peux pas faire ça. Comment ça? Le coach, il va te mettre. Le coach, il va me mettre. Ça fait 6 mois, j'attends qu'il me mette, le coach. Donc moi, je ne suis pas prêt à jouer un match aujourd'hui. Je ne suis pas prêt. Voilà. Je ne suis pas prêt mentalement, je ne suis pas prêt physiquement. Donc, je ne jouerai pas le match. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait l'échauffement. Dernier sprint. J'ai levé le bras. J'ai mal. Mal adducteur. Impossible à voir. Exactement. Et je suis rentré au vestiaire. Et là, le directeur a appelé mon agent. Putain, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Il s'est mis en porte-à-faux. Et c'est vrai que c'est pas classe. Tu vois, normalement, tu dois jouer. Je suis payé par mon employeur. Tout ça, je le sais. Mais moi, je donne vraiment J'ai toujours, toute ma carrière, toute ma vie, de toute façon, le respect, c'est important. Quand je te parle dans les yeux, on se dit quelque chose, pour moi, c'est mieux qu'un écrit, normalement. Et là, j'avais été déçu. Tu vois, je me suis senti vraiment trahi, j'ai pas compris, en fait, comment le mec, il est parti, même si c'est un grand joueur et c'est un ami, il revient, tu me bouges comme ça, oh. Même mon fils, il me dit, papa, mais pourquoi tu joues jamais? L'année dernière, tu jouais tous les matchs, cette année, tu joues plus. Et ça, je l'ai pas supporté. Tu vois, mon fils à l'école, il revenait, il a été convoqué chez le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que tu joues jamais, t'es nul. Alors je l'ai tapé et j'étais convoqué. Et moi, je vivais mal le truc. Ouais. Je disais mais c'est rien, mais en vérité j'étais pas bien. Et alors là, j'ai dit écoute, voilà, j'ai pas joué, je suis rentré au vestiaire machin, et on a fait. Et il y avait les Qataris qui sont venus à ce moment-là. Mon club, le propriétaire, c'est Tamim, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est l'émir du Qatar. Et là, ça a été très très vite parce qu'ils sont venus me voir à Milan. On a fait un petit rendez-vous secret, machin. On est tombé d'accord. Et j'avais envie de changer un peu de tout ça. J'avais envie de voir un nouveau football. Donc certes, j'ai perdu au change au niveau football. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais je prends enfin le temps de vivre vraiment ma vie de père de famille. Les enfants, ils sortent à 13h de l'école. Je suis avec eux dans l'eau jusqu'à 17h, je vais m'entraîner 2 heures, je rentre à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Je prends le temps de faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire pendant 10 ans. Donc qualité de vie incroyable. Football, évidemment, si je te dis que ça me manque pas les matchs le mardi, mercredi, je mentirais. Mais voilà, je suis bien, franchement je suis bien. Et vous nous en parlez depuis le début de l'émission. C'est vrai, tu parles beaucoup de tes enfants. Cette place de père de famille, Mehdi, avec vos quatre enfants, dont peut-être un futur international. Petite surprise, Mehdi, pour terminer l'émission, regardez. Coucou papa, j'espère que ça va. Je voulais juste te dire que je suis très fière de ta carrière, très fière de toi et que tu étais un très bon joueur. Je suis tous tes conseils pour être pro. Et voilà, je suis très fière de toi. Et bisous, je t'aime. Je vais être attaquant quand je serai grand. Coucou papa,
Je voulais te féliciter de ta carrière. On est très fiers de qui tu es. Et on te remercie beaucoup de la vie que tu nous apportes tous les jours. Et voilà. Maman, Tu veux dire quelque chose? maman, t'aimes fort mon papa d'amour. On t'aime fort, papa. Un garçon, 3 filles. Non, 2 garçons, 2 filles. 2 garçons. Ben, merci pour cette surprise. Ça a été une soirée chargée vraiment de surprises, mais celle-là, bah ouais, voilà. Ben, je pense que j'ai pas besoin de justifier du coup le choix du Qatar. Hein. À travers la vidéo, vous comprenez que voilà, le fait de pouvoir être avec eux au quotidien, beaucoup plus qu'avant. Voilà, ça m'apporte un confort et un vrai sens à ma vie. Après, le foot, c'est sûr que c'est magnifique, c'est ma passion. Mais de toute façon, ça va bien s'arrêter un jour. Donc, Tu considères que c'est une pré-retraite? c'est comme une pré-retraite parce qu'il y a moins de pression. Il y a moins de pression, il y a moins de sacrifices à faire. Après, voilà, il y a quand même des objectifs. Nous, on est premiers, on joue pour être champion là-bas. J'ai été champion. Avec Al Sadd. Al Sadd. Exact. Pour l'instant, on est devant eux, mais c'est une belle équipe aussi, avec Xavi notamment comme coach. Ils veulent la Ligue des champions asiatiques. Là-bas, c'est super important. Donc non, moi, je suis dans ma tête, je suis là-bas pour gagner des titres et je suis là-bas pour rester performant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de respecter son travail. Le jour où vraiment je voudrais des vacances, je n'aurais pas de honte à dire on arrête tout. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans la mentalité à gagner des titres. Mais en même temps, j'ai cette chance d'avoir cette qualité de vie avec ma famille. Et on voit que tu es beaucoup plus relax parce qu'on t'autorise même ton fils, alors que tu as commencé à l'Olympique de Marseille, à porter le maillot du PSG. Ah, il a tous les maillots. Messieurs. Mehdi, depuis 2008, c'est aussi 58 sélections avec le Maroc, où vous êtes une véritable star, mais aussi un grand frère et un modèle pour les jeunes internationaux marocains. Certains de vos anciens coéquipiers ont tenu à délivrer un message ce soir à celui qui restera leur capitaine. Salut Mehdi, c'est Younes. Voilà, je voulais te rendre hommage pour la grande carrière internationale que tu as fait. Et je pense que ta carrière en club n'est pas terminée, même si les gens parlent que tu es au Qatar. Mais je pense que tu as le niveau pour revenir. Et j'aimerais, moi, te revoir dans un grand club parce que voilà, on est des Marocains et on est fiers de ce que tu as fait. Voilà. Bena, salam la famille, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire que tu étais un exemple pour nous tous, que ta carrière c'est un modèle et que tu n'as pas joué dans tous ces grands clubs pour rien. Et que je te considérais comme un grand frère. Et voilà, j'espère te revoir bientôt, la famille. Gros bisous à toi et à la famille. Salam alaikum Mehdi. Je voulais te passer un petit message. D'abord, je te félicite pour ta carrière. Tu as rendu fier tout le Marocain. Et voilà, merci encore. Mon frérot Bena, si c'est pas le sang, c'est qui? Ah frérot, écoute, je vais juste te faire un petit message pour te remercier tout simplement pour tout ce que tu as fait en sélection, pour tous les conseils que tu as pu me donner, toutes les discussions qu'on a pu avoir. Voilà, je suis pas à la base un défenseur de métier, mais j'ai beaucoup appris à tes côtés. Donc, t'es un grand monsieur. Merci pour tout, frérot. Et surtout, un grand merci pour tous les chocobons. Mehdi, salam alaikum. J'ai fait cette vidéo parce que je voudrais d'abord te remercier. Je l'ai déjà fait de vive voix, mais c'est peut-être encore plus simple par message. Pour ton aide, pour tout ce que tu as apporté à la sélection marocaine durant mon passage dans ce pays. J'en garde des souvenirs fantastiques. Pour être encore plus franc avec tout le monde, j'aime l'homme. Celui qui est capable de dire les vérités, même quand elles ne sont pas parfois toujours bonnes à dire. Donc félicitations, reste le même, ne change pas. Et puis il va falloir bientôt penser à la retraite parce que ça commence à tirer un peu. Hein. Tu me chambres souvent en me traitant de vieux, mais bientôt il va falloir penser à faire autre chose. Allez. Salutations à tous, je t'embrasse Mehdi et puis
Shukran. Shukran bezef. Merci à Younes Belanda, Aminarit Mbark Boussoufa et coach Hervé Renard. Bien sûr, capitaine exemplaire, c'est ce qui revient souvent quand on parle de vous au Maroc, Mehdi. Exemplaire, je sais pas, j'ai fait des erreurs aussi, comme tout le monde. En tout cas, comme j'ai dit quand j'ai annoncé ma retraite internationale, malgré tous les soucis que j'ai pu avoir avec la presse marocaine, parce que malheureusement, au Maroc, dans ma période à moi, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient dans des très grands clubs. Donc à chaque fois qu'il fallait sortir quelque chose, c'était mon nom qui était mis dans le milieu d'un article. Où honnêtement, des fois, j'étais même pas au courant de ce qui s'était passé. On me mettait là au milieu pour faire du buzz, etc. Là, vous montrez les images de la Coupe du Monde. Voilà, ça faisait 20 ans que mon pays n'avait pas été en Coupe du Monde. Ça a été pour moi le plus beau moment de ma carrière, cette qualification à Abidjan. Ça a été vraiment une fierté incroyable, fierté de tout un peuple. Et ça, personne ne pourra me le lever. Après, j'aurais aimé arrêter sur peut-être un titre aussi en Afrique. Vous avez été très touché de l'élimination contre le Bénin en 8e de finale. Ouais, moment très difficile parce que j'étais blessé en plus. J'étais bloqué au cervical. J'ai pas pu participer au match. Et à la limite, j'aurais préféré honnêtement jouer, même faire une bavure et être éliminé que sortir comme ça. Parce que là, tu sors avec la frustration d'avoir laissé un peu les potes en difficulté. Et vous savez, moi derrière que j'arrêtais, donc voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, les gens au Maroc aujourd'hui, quand je me déplace, il y a beaucoup d'amour. Quand je vois les fresques. Ouais, non, vraiment partout. Ouais, partout. Il y a beaucoup d'amour, voilà, pour moi, et ça me fait super plaisir parce qu'à l'arrivée, c'est peut-être là-bas où je finirai après ma vie. Ça reste mon pays et à la fin de la carrière, il faudra bien se poser quelque part. Donc c'est pas impossible que ce soit le Maroc. Et quand je vois toute cette chaleur humaine, ça fait plaisir en tout cas. À 32 ans, vous avez, en début de saison, vous en parliez, officialisé votre retraite internationale. Et pourtant, Vahid Halilovic a essayé de vous en dissuader lorsqu'il a pris la relève d'Hervé Renard. Il a dit qu'il avait besoin de vous. Ouais, il m'a dit que c'était pas correct d'arrêter à ce moment-là, parce qu'il y avait un nouveau coach, que les joueurs avaient besoin de moi. Mais honnêtement, j'étais fatigué, moi. J'étais trop fatigué mentalement avec la sélection. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on perdait un match, oui, mais c'est Benassia qui a fait l'équipe, c'est Benassia qui ramène tel joueur ou tel joueur. Mais vous pensez qu'avec quelqu'un comme Hervé Renard, il y a un joueur qui va se permettre de ne serait-ce pousser pour un autre joueur, etc. Moi, je n'ai jamais pris parti pour personne. Je me suis toujours contenté d'être là, à l'écoute, si quelqu'un avait besoin pour régler des problèmes qui étaient des fois... j'ai eu la chance d'avoir des grands capitaines, que ce soit Philippe Lahm, Francesco Totti, que ce soit Gianluigi Buffon. Je peux vous dire, capitaine, c'était pas ma fonction que j'avais en sélection. C'était devenu trop et c'était un peu pesant. C'était un peu pesant de voir que tu n'as même pas parfois le remerciement des gens, pas des fans, hein, mais de la presse, des médias qui vont chercher plutôt des polémiques. Donc voilà, mais ma plus grosse fierté, c'est le rapport que j'ai avec les joueurs, avec mes entraîneurs que j'ai eus. Une relation vraiment de frères. Et ils savent que même aujourd'hui, à n'importe quelle heure, ils peuvent compter sur moi parce que voilà, on a créé des choses. Quand tu fais des déplacements au Gabon, en Centrafrique, dans des conditions parfois très difficiles, tu crées des liens. Tu crées des liens et ça, je l'emmènerai avec moi. Alors, il ne vous le dira pas, messieurs, parce qu'il est humble, mais il y a 2 ans, Mehdi créait son association pour venir en aide aux plus démunis dans votre pays, au Maroc, avec comme ligne directrice cette notion de partage qui vous est chère. Faire de la santé, Mehdi, un droit ordinaire, l'accès équitable des enfants et des jeunes Marocains aux soins. C'est dans ce but que la fondation Mehdi Benassia est née. D'où vous est venue cette idée ? Avec la personne qui m'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, Nabil Berka, qui s'occupe de tout le côté marketing, etc. On avait envie de faire quelque chose qui reste. Quand on parle, voilà, tout à l'heure je disais le football, ça va s'arrêter. Et je le pense sincèrement que ça va s'arrêter bientôt, même pour moi. Mais par contre, ça, voilà, ce qu'on voit à l'image, tous ces enfants, dans mon pays notamment, mais partout en Afrique ou ailleurs dans le monde, des enfants qui ont peut-être pas de quoi s'habiller, pas de quoi se nourrir, parfois qui n'ont même pas de fourniture scolaire pour étudier.
Ça, c'est des choses qui malheureusement n'est pas près de cesser. Donc c'est pourquoi on avait envie de faire vraiment quelque chose, que pourquoi pas je laisserai à mes enfants par la suite même prendre le relais. Mais on essaye de faire tous les ans quelques récoltes, là il y a un match de gala qui va, je peux pas trop vous en dire plus pour le moment, mais peut-être un grand match de gala qui va avoir lieu pour justement cette association aussi, pour venir en aide à tous ces enfants, tous les gens qui sont dans le besoin. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a dans cette vie de footballeur, ou même les coachs, etc., on est quand même des privilégiés. Et au bout d'un moment, c'est important de regarder derrière et de se dire c'est pas tout le monde qui a la même chance que nous. Et même ça, par exemple, vous savez, il y a pas longtemps, ils en ont parlé au Maroc, cette association. Il y a des presses qui ont été dire oui, mais il fait ça, c'est bien. Mais pourquoi on le sait? Déjà, on le sait. Je sais pas pourquoi tu le sais. C'est pas moi qui l'ai annoncé. Ils sont cons, les gens, alors. Et de deux, moi, j'ai envie de dire même mieux. Des fois, tu vas voir un joueur qui a fait une chose. Tu sais, tu vas dire c'est bien. Peut-être que ça va te donner une idée. Tu vas faire la même chose. Mais bien sûr. Donc, à travers cette émission, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se dire putain, c'est pas con cette idée à l'arrivée. Pourquoi pas chaque année organiser un petit truc et s'il y en a peut-être... si on le sait, il y a la possibilité aussi de participer. Mais après, voilà, même si... Voilà, avec tous les joueurs qu'il y a aujourd'hui en Afrique, des grands joueurs dans des grands clubs, si chacun met un peu du sien, je pense qu'on pourra leur rendre une vie meilleure. Si tu me permets, Mehdi, j'étais très fier de ta carrière, tout ce que tu as accompli, de la façon dont tu l'as accompli. Mais là, ce que tu viens de dire, ton association... Chapeau, doublement fier de toi. Merci, coach. Merci et bravo. Beaucoup de fierté parmi tous ceux qui vous ont connu, Mehdi. Le savoir aussi que vous avez cette fondation, ça permet d'y participer, effectivement. Ça paraît logique, puisque vous travaillez avec des partenaires du secteur privé, des organisations gouvernementales, mais aussi des mécènes privés. Donc si les gens savent que vous avez cette association, ils peuvent aussi donner et y participer. Merci beaucoup, Mehdi. Quelle émotion, cette fin d'émission là. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être dans le vestiaire ce soir. C'était un plaisir, vraiment. Bon retour, prenez soin des vôtres et de vos proches. Nous, on se retrouve, messieurs, lundi prochain dans le vestiaire. D'ici là, prenez soin de vous. Très bonne soirée à tous.